Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting ? Le Monday Meeting, c'est la réunion d'entrepreneurs qui ont l'habitude de se réunir chaque lundi afin de discuter de l'entrepreneuriat, mais aussi de sujets de société ou des sujets de vie perso qui vont nous affecter ou nous pousser à aller plus loin dans notre entreprise. Aujourd'hui, je suis accompagné de 2 fidèles acolytes, membres de ce Monday Meeting, et on a décidé ensemble de créer ce podcast afin de vous faire bénéficier de nos discussions, de notre enrichissement personnel et de rayonner un petit peu en toute modestie. Je suis accompagné de mes fidèles acolytes qui vont se présenter et j'introduis en premier lieu Félix. Bonjour à tous, Félix. Alors, en ce qui concerne la présentation, je pense que rien ne vaudra ce qu'on va se dire dans cet échange. Moi, grosso modo, les 2 personnes en présence ici, Vincent et Sergio, sont des amis de longue date avant d'être des entrepreneurs avec qui j'ai bossé ou que je bosse, c'est des amis. Et voilà, bon, je pense que l'épisode va se dérouler et on va se découvrir petit à petit. Salut à tous, donc moi c'est Serge, membre du Monday Meeting, fier membre du Monday Meeting. Je tiens à préciser qu'on n'est pas tous présents. Le Monday Meeting, il y a d'autres personnes qui l'ont créé, l'ont fait vivre pendant des années. Et je pense qu'effectivement, on aura l'occasion d'aborder ce sujet un peu plus tard. Exactement, on a des profils assez différents qui aujourd'hui, par la force de leurs compétences, se sont exportés à différents endroits du globe. Et on a la chance donc d'avoir des personnes qui sont aussi bien dans l'océan indien, puisqu'on a des gens à La Réunion, on a des personnes outre-Atlantique, puisqu'on a des personnes au Canada, et puis aussi sur la terre-mère, telle qu'on la nomme, l'Afrique. Et on vous présentera au fur et à mesure ces profils, et qui sait, au fur et à mesure du temps qui passe, ils viendront, je l'espère, derrière ce micro. On l'espère vraiment, ouais. Pour apporter leur expérience et puis discuter comme on a toujours eu l'habitude de discuter. Donc c'est vrai que d'habitude, on fait ce genre de discussion à huis clos et aujourd'hui, c'est quand même un peu particulier parce qu'on se dit, on va transmettre un petit peu. Et la première chose sur laquelle on s'est posé des questions, en tout cas moi, ma réflexion, c'était en fait, d'où ça part cette envie d'entreprendre et puis aussi plus largement de se réunir et de discuter un petit peu de tout ça. Et je ne sais pas si vous avez un point d'ancrage, mais moi, il y a un mot qui est revenu souvent dans nos échanges et je pense que c'est quelque chose qu'on porte, c'est le mot liberté. Ouais, c'est un mot qui est revenu souvent dans l'ensemble de nos échanges et j'aimerais qu'aujourd'hui, on arrive un peu à définir qu'est-ce qu'on entend derrière ce mot qui est quand même une notion relativement large. Alors, avant de parler de liberté, tu as abordé le sujet de la transmission. Et c'est effectivement une des questions qu'on s'est posées quand on a parlé de ce podcast. Et je ne sais pas si ça va être ni bénéfique pour qui que ce soit, ni vraiment une transmission. Donc on s'est dit qu'on allait faire le test, avoir les discussions, pas forcément telles qu'on les a, parce que en général, il y a des choses qu'il faut laisser en off. Voilà, il y a des trucs qui sortent, il y a des gros mots parfois, etc. Donc on va essayer quand même d'être cadré, mais parler quand même en toute franchise. Donc voilà. Et ensuite, pour parler de liberté, sans rentrer dans la définition, disons que je me suis rendu compte avec le temps que c'était un moteur dans ma vie, que finalement, sans comprendre pourquoi, j'étais quand même guidé dans mes choix, que ce soit personnel ou professionnel, par cette idée de liberté. Donc je vais vous laisser un peu expliquer ce que ça représente pour vous, et on va peut-être rentrer un peu plus dans le détail, dans ce que ça a représenté, et ça continue de représenter dans mes choix personnels. Ok. Moi, juste avant de parler de liberté, je voulais revenir sur la question de l'ancrage, parce que je pense que c'est un point qui est assez important. Avant même que je me pose la question de savoir si j'avais envie d'être libre ou pas, ou même que je me pose la question de savoir ce que c'était finalement d'être libre dans ce qu'on entreprend, c'est plus ce que j'ai vu autour de moi. En fait, moi, je pense que, je sais pas si, non, c'est pas votre cas à vous, mais j'ai mon père qui a toujours été là-dedans, en fait, dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et qui m'a, lui, depuis petit,
inculquer le fait que, en gros, tu as 2 bras, tu as 2 jambes, tu as une tête qui fonctionne, tu peux le faire par toi-même. Avec ce que ça implique de bénéfique et de compliqué dans la gestion de la vie de famille. Mais en fait, finalement, avec un peu de recul, je me rends compte que cet ancrage, ça vient de là, en fait. Ça vient de l'éducation et des gens qui t'entourent. Je pense qu'on aura l'occasion beaucoup de parler des gens qui nous entourent et dans quelle mesure ils influencent nos choix. Mais voilà, moi, ça part un peu de là. Et après, avant même, encore une fois, de parler de liberté, je pense que c'est se rendre compte que, en tant que salarié, c'est compliqué d'atteindre son plein potentiel parce qu'il y a énormément d'enjeux qu'on peut appeler politiques ou d'ego ou ce genre de choses qui font que c'est compliqué en fait de s'accomplir. Donc ça part un peu de là finalement. Ok. La liberté, ouais, telle que je l'imaginais, en effet, dans ce mot-là, ma première liberté, on va dire que... Enfin, la première notion de liberté qui m'a donné envie de faire de l'entrepreneuriat, elle remonte à très tôt. Elle remonte quand j'étais en formation professionnelle et je devais avoir 16-17 ans à peu près. Et dans cette formation professionnelle, on apprenait énormément de choses sur le métier qu'on allait faire. Donc à l'époque, c'était une formation pour être animateur professionnel. En centre de loisirs, communément appelé accueil de loisirs, ou bien en centre de vacances et autres. Et on apprenait vraiment les fondamentaux, donc la connaissance du public, la législation. C'était un vrai contenu de formation. C'était pas un BAFA, c'est un truc qui durait 1 an et demi, c'était assez deep. Et en fait, je voyais tout ce contenu qu'on était en train d'ingurgiter, de s'accaparer. Et à un moment, je pose la question, donc justement à mes formateurs, de l'aspect financier. Je dis, mais parce que là, nous, on va avoir une valorisation en tant qu'animateur professionnel, puisqu'ils insistaient vraiment sur le fait que ce diplôme-là était professionnel, à la différence d'un BAFA, que quelqu'un va passer 3 semaines, en 3 semaines, tu vas le passer. Et donc là, à ce moment-là, le formateur me dit, la rémunération pour une catégorie C, c'est les échelons dans le service public, vous allez être sur un salaire entre une fourchette entre 1200 et 1400 euros au début de votre activité, et en fin de carrière, vous pouvez arriver à 1850, 2000 euros. Et là, en fait, à ce moment-là, donc je suis assis dans cette salle et je me dis, mais attends, le début de carrière, déjà, il n'est pas énorme. Mais la fin de carrière... La fin est atroce. la fin est atroce. Et nous, on a un dicton, vous allez avoir au fur et à mesure nos gimmicks et autres, parce que vous allez apprendre à nous connaître, mais on se dit qu'on ne peut pas finir pauvre. Ça, c'est un truc... C'est pas écrit dans le film, ça. On ne peut pas finir pauvre. Et après, on définira au fur et à mesure des podcasts ce que c'est que la richesse. Mais... à ce moment-là, je me suis dit, en fait, tu vas être prisonnier, et c'est vraiment ça, de cette fourchette-là toute ta vie, de 1100 à 1900 euros là. C'est ça, voilà ta perspective d'évolution. Tu vas être emprisonné dans ces trucs-là, avec un 35 heures par semaine, et tes 5 semaines et demie. Et en fait, là, tout de suite, à ce moment-là, j'ai eu cette vision-là du carcan, tu vois. C'est très intéressant que tu parles de ça comme ça, parce que avant de parler de liberté, et je vais remonter aussi, je parle plus moi d'évasion. J'ai commencé comme ça par le dessin quand j'étais tout petit, et effectivement là on m'a demandé de se présenter, je l'ai pas fait. Justement, j'ai pris la liberté de ne pas me présenter parce que il y a tellement d'aspects que je pourrais mettre en avant, que ça serait déjà se priver de liberté que de se donner un titre. Voilà. Donc je reviens sur ce que je disais, c'est maintenant je comprends que c'était la recherche de la liberté, mais à l'époque c'était plus juste l'évasion. Ouais. Voilà. Donc se soustraire un peu à un quotidien qui ne nous plaît pas forcément, donc prendre une feuille et puis avoir la liberté justement de faire un peu ce qu'on veut. Et c'est drôle parce que j'en ai parlé hier avec une cousine que j'avais pas vue depuis longtemps et qui m'a dit je me rappelle quand tu étais petit que
En fait, c'est les moments où tu avais des frustrations, que tu disparaissais comme ça pendant quelques temps, pendant quelques heures, et quand on te retrouvait, tu étais en train de dessiner. Donc en fait, c'est toutes les activités comme ça qui sont devenues une vraie partie de moi, avant même de comprendre que c'était la liberté que je recherchais. Je comprenais plutôt que j'essayais de m'évader d'une sorte de prison en fait, qui est le monde, la société, la façon de voir des parents, des proches, voilà. Donc on y reviendra certainement. Ça constitue un petit peu ton cadre finalement. Exactement. Ouais. Et on y reviendra, hein, mais dans la société japonaise, on dit notamment que le clou qui dépasse attire le marteau. Donc en fait, il faut être tous pareils. Sinon, en fait, on dénote et on pose problème. Ouais. Et je me rends compte que c'est cette conception-là que j'ai essayé de fuir depuis que je suis petit. Ouais. Et qui, au fur et à mesure, donc, a dicté certains choix qui me mènent à ce que je suis devenu et que j'ai pas fini, on évolue toujours, mais qui me guide en tout cas vers ce que j'espère atteindre. Ouais. Voilà. C'est marrant cette notion de société japonaise là, parce que il y a énormément de choses dans leur philosophie, moi, qui me parlent justement. Tout à fait. Et en même temps, on a des comportements qui sont aux antipodes de ce qui peut être protocolaire là-bas. Et c'est marrant un petit peu cette dualité aussi. Toi, Félix, tu connais bien la culture japonaise, mais ouais, c'est marrant ce genre de paradoxe qu'on peut retrouver aussi dans ces philosophies. Ouais. Ouais. Non mais carrément. Et je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. En fait, la fourchette, parce que là, on va pas commencer à effrayer les gens avec des histoires d'argent d'entrée de jeu. Non. Mais dans ce que tu disais, en fait, c'est même pas une question de montant, en fait. De se dire, il y a des gens qui vivent très bien avec 1200 euros. J'en doute un peu, mais il doit y avoir des gens qui vivent très bien avec 1200 euros. Et au fond, il y a pas mal de gens qui vivent avec 1800 euros. Mais c'est le fait de se dire, putain, j'ai 17 ans, 18 ans, 19 ans, je fais une formation et je connais déjà la fin du film. Mais quelle horreur! En fait, c'est ça, c'est le fait de ne pas avoir d'autres possibilités que ce qu'on t'a imposé, au-delà de la question de l'argent, etc. Et ça, c'est pour ça que je disais que c'était horrible, d'ailleurs. Ah, c'est exactement ça. Et tu vois, là, en vous racontant ça, c'est-à-dire que sur le moment, je ne l'ai pas du tout visualisé. Mais là, en vous racontant ça, je me rends compte que j'avais déjà en tête le côté valeur. C'est-à-dire que ce que je faisais en formation m'intéressait au plus haut point. Je voyais l'impact que ça pouvait avoir sur un environnement, en l'occurrence là des enfants, des adolescents. Quand je vous dis qu'on avait des cours de connaissance des publics, c'était vraiment... on passait 3 mois sur l'enfant de 3 à 6 ans à essayer de comprendre justement quels vont être les ressorts affectifs, les leviers, les attentes, les besoins d'un enfant de 3 à 6 ans. Et en fait, je passais pendant 3 mois tous mes jeudis à potasser en fait sur comment nous, en tant qu'intervenants pédagogiques, on allait pouvoir être impactant auprès de ce public. Et puis ensuite, on passait des 6 à 11, puis des préados, puis des ados, puis jeunes adultes. Sur 1 an et demi, en fait, tu voyais ça. Et à côté de ça, tu voyais la législation, ce genre de choses. Et en fait, pour moi, on était en train d'emmagasiner de la valeur. Et je savais que mon travail ensuite, puisque j'avais fait ça et que je trouvais ça super intéressant, ça allait devenir une valeur ajoutée pour la société et pour mes employeurs, ceux pour lesquels j'allais travailler en fait. Et le fait que justement on évolue dans une marge qui ne puisse pas s'étendre, c'est-à-dire que tu vas pas pouvoir être libre de décider quelle est ta valeur et combien tu la vends, combien tu la monétises finalement. C'était ça qui me semblait être ultra réducteur en fait. Et c'est ce qui me fait... c'est des choses qui m'ont poussé à créer finalement mes propres activités, entreprises ou autres, parce que je voulais être libre de me dire, je fixe le prix de ma valeur. Et ce qui est fou, c'est que en faisant le même métier, c'est-à-dire que après, quand j'ai décidé de monter des activités, mais de façon indépendante, et que je les ai proposées pareil à des collectivités territoriales, qui étaient mes anciens employeurs finalement, et là, je fixais ma valeur. Et on me prenait pour cette valeur-là. Et elle n'était pas du tout à 1200 € par mois.
Et ça, c'est assez dingue, ce côté valeur. Ouais. La valeur, je, je vais m'attarder dessus parce que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on oppose salariat, entrepreneuriat, et qu'effectivement, il y en a il y a un des domaines où, en gros, ta valeur est fixée, ou en tout cas négociée, par rapport à la personne qui t'emploie, et que quand tu entreprends, en gros, tu fixes toi-même ce que vaut finalement le temps que tu passes sur les choses, l'énergie que tu y mets, les connaissances que tu peux y déployer. Il y a un troisième aspect dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est l'art, où finalement on est un peu au-delà de ce que moi-même je vais pouvoir fixer. Finalement, ça vaut ce que quelqu'un est prêt à mettre en fait dessus. Ouais, complètement. Et c'est un peu ce qui guide ma réflexion même entrepreneuriale, c'est de me dire, ok, combien vaut une journée de travail de Serge ? On a des idées parce qu'on va regarder, on va comparer à des grilles, etc. On va se dire, bah, tiens, j'ai tant d'expérience, donc voilà, sur des grilles de freelance, ça vaut tant. Mais plus ça avance, plus je tends à me dire, finalement, je vais me poser la question plutôt de savoir à quel point est-ce que je fais en service et qu'est-ce que ça apporte à la personne qui fait appel à mes services. Et du coup, réfléchir plutôt comme ça, me dire quelle valeur ça crée chez cette personne. Et c'est un peu comme ça que j'imagine ma rétribution. Et pas seulement de me dire, tiens, j'ai passé 2 heures et donc voilà le barème. Et voilà. Donc c'est cette approche un peu plus, je ne vais pas dire artistique parce que là on est plutôt sur de l'entrepreneuriat, mais créative et basée sur la valeur créée, que j'essaye de m'inculquer à moi-même, parce que je pense qu'effectivement, malgré tout, ça fait exactement ce que fait un salaire si on continue à réfléchir à sa valeur en temps passé. Voilà. Ouais. Ouais. Et en termes de valeur et en termes de plafond aussi, on reste sur les mêmes, finalement les mêmes problématiques, avec en calculant temps égal argent. Ouais. C'est sûr qu'on ne peut pas sortir de ça. Et en fait, l'objectif, je pense, dans la recherche de la liberté, c'est d'être capable de sortir de ça, finalement. La liberté, c'est avoir, pour moi, c'est avoir du temps, de pouvoir gérer son temps librement et être en mesure de faire à peu près, j'allais dire ce qu'on veut quand on veut. C'est jamais complètement vrai. Non. Mais en tout cas, d'avoir une part importante de décision sur la gestion de ce qu'on fait. Et ouais, moi je rejoins carrément Sergio sur la question de toute façon, c'est des discussions qu'on a eues plein de fois, mais on se découvre aujourd'hui tous. La question du temps égal argent, ça fait partie des grosses limites à la liberté, j'ai l'impression. Ouais, et je me dis, ça c'est des discussions qu'on arrive à avoir parce qu'on a déjà aussi un pied dedans dans cet entrepreneuriat et qu'on arrive aussi à voir quelles vont être les limites. Donc les limites d'un seul homme, elles se résument aussi à l'énergie qu'il peut déployer dans ce qu'il fait, quand bien même il est ultra bon, et on le sait, il y a une limite à l'énergie qu'il peut déployer, et quand on passe cette limite, ça devient un réel problème. Donc ensuite, la compétence finalement de l'entrepreneur. Et là, c'est bien de distinguer aussi l'entrepreneur et le chef d'entreprise, je pense. Le chef d'entreprise va avoir une faculté à aller s'entourer de beaucoup plus de collaborateurs, d'aller recruter des collaborateurs. Un entrepreneur peut être très bien freelance. Ça peut aussi, c'est vrai qu'on a mis une étiquette entrepreneur, mais un artiste qui est seul dans son domaine, c'est quelqu'un qui entreprend. Moi, j'aime bien voir l'entrepreneuriat comme quelqu'un qui essaye de prendre en main un peu son destin, c'est un grand mot, mais qui essaye de prendre en main un petit peu sa vie active, finalement, et de produire ce qu'il a envie de produire, dans le travail, dans l'art, dans le sport, dans la musique, ce genre de choses. Donc, je range un peu l'entrepreneur dans toutes ces catégories. Et en effet, si ça repose que sur un seul homme et que
temps égale argent, il reste néanmoins une limite. Mais en même temps, ça reste des prix que tu peux fixer. Après, la société fixe aussi des prix, mais tu peux te dire, toi, aujourd'hui, une journée de travail représente peut-être 1 200 € par jour pour ton client. Et on a vu des gens qui disent, pour le même travail, maintenant, moi, ma valeur, c'est 2000, 5000, 10 000. Et c'est des choses que tu vas pouvoir fixer. Et après, ta science, ton savoir-faire, ça va être d'aller trouver le client qui va correspondre finalement à cette valeur, tu vois. Mais tu as quand même cette liberté financière de dire je peux fixer à peu près mes revenus. Et je pense que ça, c'est quelque chose aussi qui est important quand tu démarres, c'est de savoir ce que tu veux. Ça fait un peu peur de réfléchir comme ça, parce qu'on se dit, tiens, on va passer à côté de clients, on va rater des opportunités, mais le monde marche comme ça. Le monde marche comme ça. Ouais. Il y a des gens qui vont aller faire leurs courses chez Aldi ou Lidl, il y en a qui vont aller chez Monoprix, et puis voilà. Donc c'est pas les mêmes prix, c'est pourtant des choses qui se ressemblent beaucoup. Si on part dans la mode, c'est pareil, hein. On va aller s'habiller chez Asos, ou alors on va chercher chez Louis Vuitton des choses qui, encore une fois, sur le fonctionnel se ressemblent énormément, mais avec une couche de storytelling, de marketing, on ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple que le Kaba Balenciaga. Voilà. Le Kaba qu'on voit beaucoup dans nos aéroports, c'est ça, au bled, et qui, juste avec une petite couche de marketing, devient un objet qu'on collectionne et qui devient hyper cher. Ouais. Donc c'est pour ça que finalement, on est obligé de se raccrocher au côté financier, parce qu'à un moment donné, on ne s'est pas non plus extrait du monde. Voilà, on n'a pas eu cette envie de liberté qui fait qu'on vit en Amazonie avec des moyens très, 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 très rudimentaires. Donc il faut quand même se loger, se nourrir, etc. Donc on a cette approche commerciale. Mais voilà, encore une fois, c'est à un moment donné, je pense qu'on reviendra sur ce sujet aussi, l'idée c'est de choisir ses clients et pas forcément de subir en fait quelque chose qui est imposé par quelqu'un qui a un besoin auquel on peut répondre. Encore une fois, tu as besoin de t'habiller, je peux te donner du Asos, ou je peux te donner du Vuitton, ça sera pas la même chose. Ça remplit la même fonction. Exactement la même fonction. C'est te mettre un truc sur le dos pour que tu n'aies pas froid. Voilà, mais tu auras même des fois bien moins froid chez Asos. Exactement. Donc voilà, c'est une question de positionnement, parce qu'à un moment donné, oui, on a peut-être des envies très nobles, mais encore une fois, on vit dans un monde où les choses s'échangent et se monnaient. Et donc, à nous de trouver l'angle qui fait qu'on continue à faire des choses qu'on aime faire, qu'on les fait avec passion, en créant de la valeur et en faisant respecter cette valeur-là, en étant rétribué à la hauteur de ce qu'on crée. Voilà. Et là, c'est vrai qu'on a parlé du coup de cette liberté financière. Au travers de la discussion, on a réussi quand même à aborder aussi cette liberté de, comme tu disais, de valeurs, et je vais dire de nos valeurs intrinsèques. C'est-à-dire quand tu as un positionnement, comme tu dis, où tu vas choisir ton client, finalement, c'est parce que tu veux aussi peut-être faire respecter tes valeurs, celles qui sont les tiennes. Et je pense qu'autour de cette table, et pour le Monday Meeting au sens large du terme, on a des valeurs qui nous permettent de dire tel client, je ne le prendrai pas. On est d'accord, oui. Tel client, je n'en veux pas, et tel client, je ne m'associe pas à ce qu'il représente ou les valeurs qu'il porte. Pour tout un tas de raisons, qu'elles soient politiques ou pas du tout, qu'elles soient juste sur le prix ou sur un impact sociétal, peu importe, mais c'est une liberté quand même de dingue. Et ça, c'est un truc qui est fou aussi, c'est que cette liberté-là, on la mesure peu, mais on a, nous, bossé dans des boîtes, on a déjà été employé dans des boîtes, et on voit certaines boîtes qui n'ont pas
les mêmes valeurs que nous. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un moment où on est tous des êtres humains et on est, en tout cas dans un cadre qui nous permette de dire stop à un moment ou un autre. On n'est pas dans une dictature, on n'est pas dans un système autocrate. Donc il y a un moment, quand on n'en peut plus de se faire marcher dessus ou rouler dessus, on démissionne, on change de boîte, même si on reste employé. Mais on a tous vu, je pense, on a tous été confrontés à finalement des valeurs avec lesquelles on n'était pas forcément en phase et on a dû composer avec ça. Et ça, pour moi, ça c'est un truc où tu rentres un peu en dichotomie, quoi. T'es pas face à toi-même, tu te sens pas en phase avec toi-même. Ouais, mais clairement. Moi, clairement, pour reprendre... en fait, c'est cool qu'on se mette à parler de ça, parce que depuis tout à l'heure, j'entends ce qui se dit, et finalement, j'ai l'impression que cette liberté j'allais dire liberté de conscience, je sais pas si j'irai jusque-là, mais en tout cas, cette liberté de choix, elle prévaut sur tout le reste, mais parce qu'on a beaucoup abordé la question de la liberté financière, mais si je réfléchis à ce qui m'a fait quitter mon dernier taf, mon dernier job, c'était clairement ça, c'est d'avoir l'impression de ne pas être respecté en tant que personne, que les gens autour de moi n'étaient pas respectés en tant que personne. Il y a aussi dans la question du choix, le fait de ne pas sentir, ou en tout cas de ne pas avoir d'admiration, ou je n'irai pas jusqu'au terme de respect, mais on va dire admiration pour ne froisser personne tout de suite, pour les personnes qui étaient au-dessus de moi hiérarchiquement. Et en fait, finalement, avant même de me poser la question de l'argent, c'est vraiment ce truc-là, c'est-à-dire est-ce que je suis dans un endroit où je suis à ma place, est-ce que moi je suis respecté, à titre personnel, j'ai pas eu énormément de problèmes, mais est-ce que les gens qui me ressemblent, comprendra qui pourra, sont respectés, est-ce que les gens qui ont des principes et des valeurs sont respectés, est-ce que moi je peux m'épanouir dans ce que je suis, dans mon taf, et en général, non je ne vais pas parler en général, pour moi la réponse était non, et c'est ce qui fait que là même maintenant, chaque année je fais l'exercice de me dire pour combien tu retournerais dans ce taf, combien il pourrait être donné. C'est un bon exercice. Et franchement, là ça fait 6-7 ans, je suis beaucoup trop d'argent, en fait. Ça n'a même plus de sens. Donc c'est ça. Est-ce qu'il y a même un prix Je pense qu'il n'y a pas de prix. Et au fond, il n'y a pas de prix. Et nous, on l'a vu, parce qu'avec Vincent, on en parlera sûrement après, mais on bosse ensemble. On a eu quelques offres dans le taf qui allaient complètement à l'encontre de nos valeurs. Et on les a refusées sans jamais, je pense, même se poser la question. Ni du prix, c'est même pas aller jusqu'au prix. Jusqu'au devis. C'est-à-dire que le positionnement, il est ferme, il est clair. Ouais, donc finalement, cette recherche de liberté, mais c'est carrément ça qui nous guide. Après, on en parle, excuse-moi de te couper, on en parle facilement aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Monday Meeting a eu aussi son effet sur ce type d'échange qu'on a depuis des années et qui a fini par mettre un peu au clair ce qu'on cherchait finalement, ce guide qui te permet de faire le bon choix. Et à force de réfléchir, finalement, il y a quelque chose qui est constant, c'est les valeurs. C'est posé, on sait d'où on vient, comment on a grandi, qu'est-ce qui nous anime au quotidien. Et une fois que tu mets un peu tout ça noir sur blanc, que tu comprends que dans certaines entreprises, effectivement, tu es parti parce que, pas à cause du salaire, souvent, j'ai pas été augmenté, je m'en vais, d'accord, oui, mais c'est surtout, si on parle d'augmentation, c'est parce que quelqu'un d'autre a été augmenté alors que c'est pas juste, par exemple. C'est ça. Donc ça va finalement à l'encontre des valeurs. On met du temps à comprendre pourquoi, mais une fois qu'on a mis le doigt dessus, c'est beaucoup plus facile de faire des choix. C'est un peu comme avoir son cap, qu'il fasse beau, que ce soit orageux, on sait vers quoi on va et voilà, on va peut-être prendre des chemins différents, mais à un moment donné, on se retrouvera finalement sur ce même chemin. Et donc ça passe par refuser des projets lucratifs parce que ça va à l'encontre de nos valeurs, refuser des contrats, des associations, voilà, des choses comme ça, et choisir plutôt des choses qui vont nous animer et qui correspondent à la façon d'être finalement. Donc je trouve que c'est même pas important, c'est primordial, on va pas taire le sujet, on a travaillé là-dessus en tant que collectif, donc on a réfléchi un petit peu à tout ce qui pouvait nous lier
dans ce fameux Monday Meeting, parce qu'on s'est posé la question à un moment donné du nombre de talents différents qu'on avait et qu'on a essayé de mettre en commun finalement. Et c'est vrai que la première chose qu'on s'est dite, oui, c'est qu'on se retrouve, et que si on arrive à échanger autant, c'est qu'on se retrouve sur les valeurs. Les fondamentaux, ouais. Non, non, c'est clair. Il y a une notion de liberté aussi, et qui est tout à fait dans la continuité de ça. Là, on parlait des libertés de valeurs, et c'est vrai que Félix, tu l'as bien dit, on l'associe rapidement à des personnes avec qui on travaille, avec qui on ne va pas forcément être en phase. Et souvent, ces personnes-là, c'est des personnes qui sont au-dessus, hiérarchiquement. Bah, si elles sont en dessous, il n'y a jamais de problème. Non, tu peux avoir des crépages de chignons quand c'est au même étage. Mais c'est vrai que quand ça vient de la direction, c'est un peu compliqué. Et pour moi, l'une des plus grandes libertés aussi, quand tu entreprends, c'est de choisir tes collaborateurs. Ceux avec qui, en fait, tu vas dépenser de l'énergie pour arriver à ce cap-là dont parlait Serge, en fait. Ben, je reviens sur ce que vient de dire Félix, c'est pas si vrai que ça. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu as parlé de la différence entre l'entrepreneur et le chef d'entreprise. Ben, quand tu deviens chef d'entreprise, donc tu choisis, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, ceux qui sont en dessous, et il faut qu'ils aient tes valeurs. Sinon, ça va poser problème. En fait. C'est-à-dire que, typiquement, toi, tu es quelqu'un de plutôt travailleur, t'embauches quelqu'un qui préfère regarder par la fenêtre et écouter les oiseaux chanter, forcément, il y a un moment donné où ça ne va pas fonctionner. Donc, quand même, en dessous, c'est même peut-être plus important, finalement, d'avoir quelqu'un qui porte tes valeurs, parce que finalement, elle va représenter ton entreprise quand toi, tu n'es pas là. Je suis carrément... Voilà. Non, moi, je parlais d'un cas où on était plusieurs salariés. Ouais. Il y avait des gens en dessous de toi. Quand c'est ta boîte, c'est complètement différent. Ouais. Le choix de ses collaborateurs est primordial. Complètement. Et c'est... Enfin, comme ça a l'air de rien. Mais imaginez-vous, si vous êtes employé, avoir le pouvoir de choisir les 5 personnes qui vont partager votre open space, là. Vous pouvez les choisir. Parmi les gens que vous connaissez, parmi les gens que vous avez en tête. Ah, tu passes d'autres journées. Hein. C'est d'autres journées. Ah, c'est des journées qui sont totalement différentes. Et moi, je l'ai vu, j'ai travaillé avec... quand j'étais employé, j'ai travaillé vraiment avec des personnes que j'ai aujourd'hui encore dans mon cadre familial, en fait, maintenant, on va dire. C'est des gens qui sont devenus une famille. Alors que de base, en dehors de certains que je connaissais depuis très longtemps, mais certains, je les ai connus que dans l'aspect du travail. Et ça a dépassé ce cadre-là. Et quand ça se passe comme ça, en fait, je me suis jamais posé à ce moment-là même la question du salaire. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, je ferai un autre salaire ailleurs, mais je veux pas quitter cet endroit-là parce que c'est un endroit qui est épanouissant à l'instant T. Et ce qui a été le plus frustrant dans cette expérience-là, c'est que j'ai vécu 5 des meilleures années quasiment de ma vie professionnelle dans un travail que j'aimais faire, avec des collaborateurs que j'aimais profondément, et même un directeur, là en l'occurrence, qui est devenu comme un grand frère quoi aujourd'hui. Et ce qui a été le plus frustrant dans tout ça, c'est que on dépendait de quelque chose qui était plus haut et que là on ne maîtrisait pas, qui était la politique. Et il a fallu donc une élection pour que toute une équipe d'élus change et décide, sans autre forme que, sans plus d'expertise que ça, de remanier l'intégralité de la politique jeunesse de cette ville-là. Et en fait, toi, à ce moment-là, tu te rends compte que tu es un grain de sable à côté d'un aspirateur et que tu vas rien pouvoir faire, quand bien même ton grain de sable, c'est devenu une petite plage, tu vois. Mais tu vas rien pouvoir faire parce que t'es pas décisionnaire. Et que si on te dit, le directeur, là, il passe ailleurs, il va dans un autre service, un tel, il va ailleurs, en fait, t'es décisionnaire de rien. Et t'as beau avancer des arguments, ce genre de choses, et tout ça, là, cette petite entité que t'as créée, et en plus de ça, qui est productive, il va falloir la remanier parce qu'il y a une autre image à donner, il y a une personne qui arrive et qui a aussi envie de montrer qu'elle peut apporter quelque chose, donc elle va vouloir se démarquer de son prédécesseur. Ça, je pense que dans les entreprises, on voit souvent le nouveau DG qui arrive et qui veut tout remanier, qui veut tout repenser, alors que on est productif, ça marche plutôt bien. Et ça, je trouve que c'est une liberté incroyable de se dire que
t'es au sommet de la chaîne alimentaire, quand bien même la chaîne, elle tient sur 2 personnes. Ouais, c'est ça. Et c'est le paradoxe du monde de l'entreprise, c'est que il se nourrit d'humains, d'énergie positive, d'envie des humains qui la composent, mais en même temps, aucun de ces humains n'est indispensable finalement. Ouais. Et que t'as beau être motivé, avoir l'impression d'être un rouage important, démissionne et tu verras dans 2 ans que l'entreprise se porte pas plus mal que quand tu es parti. Hein. Ouais. Ça, c'est l'une des phrases qui m'a fait le plus mal, parce que moi, je pense avoir un ego, on va pas dire surdimensionné, mais dimensionné. Ouais. Et le jour où on m'a sorti cette phrase, Serge, le jour où on m'a dit « Nul n'est indispensable », Et c'est très vrai. tu vois, C'est très et vrai. ce jour-là, j'ai dit... T'as beau avoir tous les mots de passe du dernier projet. Allez, tu vas peut-être faire capoter un projet, mais à l'échelle d'une agence, c'est ridicule, quoi. Voilà. On va mettre un stagiaire à ta place en plus. Ouais, c'est ça. Et tu reviens 6 mois plus tard, le projet est toujours vivant, toujours sur les rails, et tu t'es dit, mais attends. Et tu sais, ma question à ce moment-là, quand justement j'ai commencé à gamberger là-dessus, sur cette notion-là de nul n'est irremplaçable, je me suis dit, justement, tu vois, est-ce que si on confie ton taf à une personne, du coup, qui est incompétente et qui va quand même réussir à fournir quelque chose, la question que je me posais, et que je me pose un peu encore, c'est est-ce que, ce taf, il était indispensable, du coup? Et en découle une autre question, c'est quelles sont les attentes autour de ce travail-là? Est-ce qu'une personne va se satisfaire d'un travail médiocre, mais qui est finalement fait? Ou en tout cas, il y a eu une preuve de travail, voilà, c'est ça. Ou est-ce qu'on cherche justement l'excellence, en fait? J'ai plusieurs façons de répondre à ça. Je vais reprendre mon analogie avec Louis Vuitton. Une fois que tu as mis, je sais pas moi, 1500 € pour acheter un sac, Ouais. Je peux te garantir que tu fais pas trop attention aux coutures et tu te demandes pas si la couturière elle était dans un bon jour ou si voilà. T'as payé tellement cher que pour toi c'est bon. Ouais. T'achètes un iPhone, tu voudras pas que quelqu'un vienne te parler d'un téléphone chinois qui coûte 4 fois moins cher, qui a les mêmes fonctionnalités. Ouais. Tu vas défendre ton iPhone comme si c'était la prunelle de tes yeux. Alors que peut-être on a raison et que peut-être que le modèle chinois est aussi performant. Donc en fait, souvent, on va mettre un stagiaire à ta place, mais le projet qui est livré sous l'enseigne de ton agence. Donc quelqu'un qui a payé cette agence-là, même si elle n'est pas contente, elle se rend bien compte que le projet il a un peu capoté, etc., aura du mal à admettre qu'elle a payé aussi cher pour un travail nul. Tu prends l'exemple de notre cher président Macron aujourd'hui, qui paye des millions à McKinsey. Et tout le monde s'accorde à dire que c'est quoi? Il livre des PowerPoint faits par des stagiaires. Ouais. Mais il paye quand même des millions et il va appliquer tout ce qu'il y a dans ces PowerPoint là. Parce qu'il a payé cher, justement. Donc oui, l'entreprise à un moment donné va peut-être livrer des choses qui ne sont pas de qualité conforme à son image ou à son standing, mais parce que cette entreprise a déjà une certaine notoriété, encore une fois, toi tu as été remplacé, même si tu étais performant, par quelqu'un qui débute, mais ça va se noyer en fait dans un flot de projets qui sont à l'image de l'entreprise. Donc finalement, c'est une goutte d'eau, quoi. Il n'y a pas mort d'homme. Ouais. Ah, c'est assez fou. Donc, encore une fois, cet aspect de liberté, c'est de se dire, l'énergie que je vais déployer, ce que je vais construire en termes de power pricing, donc de fixer mes prix, en termes de valeur, l'impact que je vais avoir, en termes de choix à la fois de mes clients et de mes collaborateurs, et surtout de se dire que tout ça reste viable parce que c'est dans une construction logique et qu'elle dépend finalement de toi. Oui, et le deuxième aspect que j'ai pas abordé, parce que là c'est l'aspect un peu plus pessimiste, c'est-à-dire en fait on ne vaut rien. Si, on vaut quelque chose, et c'est aussi ça qui à un moment donné a déclenché cette envie, chez moi en tout cas, de m'extraire
de ce monde-là où on est un peu absorbé par ce tourbillon et me dire ma façon de travailler avec mes valeurs, etc., sont quand même appréciées parce que j'ai des clients en face avec lesquels je discute qui apprécient effectivement l'entreprise que je représente, mais apprécient aussi mon travail et ma façon de le faire. Donc, je sais que c'est en poussant un petit peu ces aspects-là, et c'est ce qui me sert aujourd'hui, c'est-à-dire que les clients avec lesquels je travaille, c'est aussi parce que j'ai réussi à tisser une relation qui, pour le coup, est très humaine et pour laquelle on me confie des projets. Voilà. D'où la réflexion que j'ai eue tout à l'heure par rapport à ce que disait Félix, c'est que si quelqu'un doit me représenter, il faut qu'elle ait les mêmes valeurs. Ouais. Parce que moi, j'ai pas le luxe d'être une entreprise hyper cotée qui a 50 ans d'expérience et que les gens ont envie de mettre même comme partenaire parce que ça fait beau gosse de dire tiens, je bosse avec telle ou telle grosse agence de communication. Ouais. Mon luxe à moi, c'est de dire on veut bosser avec Serge parce qu'il est sérieux, parce qu'il fait des choses créatives, etc. Et c'est... Parce qu'on va se sentir considéré de A à Z dans tout le process. Ouais. Mais pour mes valeurs à moi. Donc forcément, si quelqu'un et tous les collaborateurs avec lesquels je travaille sont dans cette même énergie-là, de faire passer justement la valeur qu'on crée pour le client avant tout. Avant la fatigue. C'est ton image de marque, ouais. Exactement. Ouais. Exactement. Donc il y a quand même un côté positif, c'est que avec ces valeurs-là, tu peux créer un business et tu peux devenir... j'aime pas ce côté ton propre patron parce que finalement je veux pas de patron justement. Mais en tout cas, moi y compris. Voilà. Ouais, exactement. J'aimerais pas être mon propre patron. Mais en tout cas avoir une activité qu'on maîtrise plus ou moins parce qu'il y a toujours des facteurs extérieurs. Ah, c'est clair. On l'a compris avec le Covid, on le voit avec la guerre en Ukraine, enfin voilà. Ouais. Il y a quand même des facteurs extérieurs qui font qu'on fait pas ce qu'on veut quand on veut. Tout ça, c'est des thématiques qu'on aura le loisir et la joie d'aborder dans d'autres podcasts. Ce premier podcast, c'est vraiment... Donc ce premier épisode, c'est vraiment justement la première de cet édifice. Moi, je suis très heureux qu'on ait réussi à se réunir et à discuter sur cette thématique. On a déjà refait le monde des centaines et des centaines de fois. Et en fait, je pense que de nos échanges, chacun en est ressorti grandi. Moi, pour ma part, vous l'apprendrez au fur et à mesure des épisodes, mais le Monday Meeting m'a apporté vraiment quelque chose dans ma perception de l'entrepreneuriat et de moi-même dans l'entrepreneuriat. Et c'est vraiment des choses pour moi qui ont vraiment changé ma vie, carrément. Donc, c'est une humble discussion d'entrepreneurs autour de micro, mais je pense que ça peut faire écho à tout un tas de personnes. Donc n'hésitez pas à nous mettre en commentaire des avis sur les différentes plateformes que vous utilisez pour nous écouter. On aura énormément de thématiques. On invitera aussi d'autres entrepreneurs, des profils divers, variés, sur des thématiques et autres, et sur leur parcours. Et ce premier épisode, pour moi, c'était un réel plaisir de le partager avec vous deux. Plaisir partagé. Je le redis encore une fois. Tu t'es fait rouler. On s'est fait complètement avoir. Parce que, bon, pour que vous sachiez tout, on a parlé d'épisode 0, qui n'engageait rien du tout. Et que, en gros, on allait tester un peu le format, voir si les échanges qu'on a. Et encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, c'est un format, ce qu'on va appeler un format court. Parce que normalement, ça dure des heures, cette discussion. Voir ce que ça pouvait donner et éventuellement clôturer l'aventure si jamais on se rendait compte que... Mais il est obligé de faire une outro, tu vois. Voilà. Même si ça s'arrête et que ça sort jamais, il faut qu'il la fasse. Ouais, donc voilà, le roi des podcasts, Vincent, a trouvé la bonne formulation pour la fin. Mais non, effectivement, je pense que c'est intéressant à partager. Tout simplement parce que ça l'a été au sein de notre groupe d'amitié et de travail, que ça a permis à tout un chacun effectivement de grandir sur différents aspects de la vie personnelle ou professionnelle, et qu'on se dit que forcément il y a peut-être une oreille ou deux qui
a besoin, à un moment donné, d'entendre des choses qu'on va aborder. Donc, Clairement. Est-ce qu'on parlerait pas de ça la prochaine fois? S'il y a une prochaine fois, je voudrais pas vendre la peau de l'ours. C'est une très bonne idée. Et ça me donne une phrase de conclusion, mais tu avais peut-être quelque chose à dire. Non, non, vas-y, je t'en prie. Ma phrase de conclusion, ça va être celle-ci. On est sûrement amené à se revoir. D'ici là, prenez soin de vous.